François Bayrou, le Premier ministre, était donc l'invité ce matin de BFM TV et d'RMC. Il répondait aux questions d'Apolline de Malherbe. Le chef du gouvernement a donné ses objectifs et son calendrier. Rien de neuf sous le soleil, mais les Français sont prévenus. Ils devront tous faire des efforts. Au début du mois de juillet, avant le 14 juillet, le gouvernement proposera aux Français de manière transparente. C'est sans précédent. D'habitude, les budgets, ça se fait au mois de septembre, au début octobre. C'est là que le Parlement fait sa rentrée et qu'on rencontre les débats habituels sur le budget. Nous avons décidé de prendre de l'avance sur ce calendrier pour que tout le pays réfléchisse à la situation dans laquelle on se trouve. On ne peut pas en rester là. Je ne sais pas si tout le monde entend ce que je dis. Il serait irresponsable, il serait scandaleux et il serait une traîtrise de l'intérêt du pays qu'on en reste à la situation actuelle. François Bayrou sur BFM TV RMC ce matin avec Apolline de Malherbe. Antoine Armand, bonsoir. Ancien ministre de l'économie. Un effort des Français, ça sent les impôts, non ? Oui, quand on utilise cette expression, en général, c'est mauvais signe. Voilà. Moi, je suis élu à Annecy. Quand sur le marché d'Annecy, les gens entendent qu'il faut tous faire un effort, ils ont quand même le sentiment que c'est pas eux majoritairement qui ont créé la dette du pays, qui ont créé notre incapacité à tenir la masse salariale du pays et qui ont créé les dépenses sociales sans précédent qui explosent. Oui, ils en sont bénéficiaires. Oui, les taxis qui manifestent aujourd'hui sont rémunérés par la sécurité sociale et ça permet, quand vous avez une consultation, quand vous avez un soin, de vous rendre à l'hôpital parfois gratuitement ou pour très peu d'argent payé pour la sécurité. Donc, faire des économies, ça touche tout le monde. Maintenant, si la première chose qu'on met sur la table, c'est un impôt sur la consommation ou un impôt sur les Français qui travaillent. Vous voulez parler de la TVA sociale ? Dans le pays qui taxe le plus au monde, j'ai tendance à dire qu'on n'est pas absolument sur la bonne route. C'est-à-dire, vous auriez aimé que le Premier ministre commence par dire, voilà, nous, on va faire telle économie dans tel secteur, et puis ensuite on verra si les Français doivent aussi participer à cet effort. Ce que j'apprécie, c'est que François Bayrou a posé les termes comme Premier ministre. Ce serait une traîtrise de ne pas baisser les dépenses publiques et de ne pas réduire le déficit. Il a annoncé Vous êtes d'accord sur l'objectif, mais pas forcément sur la méthode. Plusieurs semaines, 40 milliards d'économies. Il ne reste plus qu'à passer aux travaux pratiques, comme on disait en cours de physique. Donc, je suis malheureusement bien placé pour vous dire que c'est difficile de faire des économies en France. Et il reste très évasif sur ces 40 milliards comme tout, pardon, je vous fais part de ma modeste expérience, vous restez évasif le plus longtemps possible, parce que dès que vous mettez un exemple d'économie sur la table, vous avez forcément des bénéficiaires, des gens qui sont concernés et qui se disent c'est pas juste. C'est pour ça que depuis des années on fait pas d'économie. C'est pour ça qu'on fait pas d'économie. Sauf que là, et le rapport de la Cour des comptes l'a encore rappelé, c'est pas seulement le fait que notre déficit dérape, c'est pas seulement qu'on a de la dette, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau que certains organismes de sécurité sociale pourraient ne même plus réussir à emprunter pour financer notre déficit. Si ça nous alerte pas. Donc l'heure est grave. Si ça, bien sûr, l'heure est grave. Laurent Baumel, c'est un discours de vérité. Bonsoir, vous êtes député socialiste et apparenté. Au risque de vous surprendre, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'effectivement, dès qu'on met une économie sur la table, il y a une levée de bouclier parce que, comme vous l'avez dit, ces économies sont des dépenses sociales qui participent de notre modèle social. Donc il y a des catégories de Français qui se sentent bénéficiaires de cette dépense publique et qui, du coup, se mobilisent par peur qu'elle disparaisse. Mais, du coup, ça réinterroge, en fait, la question. C'est que le point aveugle dans le discours de François Bayrou, et c'était le cas dans le gouvernement dans lequel vous avez été ministre de l'économie, c'est qu'on ne met jamais en cause le sujet central, qui est que depuis une dizaine d'années, il y a eu des baisses extrêmement importantes de recettes fiscales. Et que pour les plus aisés ? Ces baisses de recettes fiscales, elles sont dues à des politiques de défiscalisation des plus riches et des plus aisés. Donc je ne dis pas qu'il faut tout rétablir. Mais comment Mais ne jamais se poser cette question-là dans l'approche budgétaire, Donc il faut augmenter les impôts de certains. Ben oui, alors je préférerais... Moi je suis d'accord pour qu'il y ait une part d'augmentation de recettes. Dans le pays où les prélèvements obligatoires je suis d'accord atteignent un record. Je suis d'accord et on est d'accord pour dire qu'il y a une question de déficit, on ne le nie pas. Deux, on considère qu'il y a un volet recettes non négligeable à activer pour résoudre ce problème. Mais vous ne parlez jamais du volet dépenses ? Mais non, d'autres ne font que ça. Donc, oui, mais vous ne le faites jamais.
Mais encore faut-il expliciter les dépenses. Si c'est les déremboursements de médicaments, c'est non. Donc on ne touche pas aux dépenses. Je ne dis pas qu'on ne touche pas aux dépenses. Je sais pas, par exemple, vous pourriez nous donner un exemple de dépenses que le Parti socialiste est prêt à baisser. Parce qu'il se trouve qu'entre les deux budgets, vous avez demandé à ce qu'il y ait 12 milliards de dépenses supplémentaires qui soient faits. Ça a été le prix de la censure que les Français ont payé. Peut-être juste un exemple de dépenses publiques qui touche forcément nos concitoyens, parce que c'est de la dépense publique, que le Parti socialiste serait prêt à endosser. Juste un. Il y a des dépenses fiscales, par exemple, c'est de la dépense publique. Non, les dépenses fiscales, ça veut dire que vous voulez augmenter les impôts. C'est-à-dire que vous voulez réduire les réductions d'impôts. Juste une dépense sociale, de santé, dans la masse salariale de l'État. Une seule. C'est-à-dire que si vous reveniez au pouvoir, il n'y aurait pas de baisse de dépenses. Je dis pas ça. Je dis que avant de considérer des baisses de dépenses qui sont toutes douloureuses et toutes compliquées, on pourrait peut-être aussi s'interroger sur les 60 milliards de baisse de recettes qui ont été consenties chaque année. Oui, mais... Et là, on a fait des propositions. Par exemple, on a voté dans la niche parlementaire des écologistes la taxe Zuckman, qui est une petite taxe sur le patrimoine, qui pourrait ramener 10 à 12 milliards d'euros par an dans le budget de l'État. Ce serait déjà un premier effort. Qui permettrait de ne pas se poser certaines questions. Chers collègues, on est le pays qui taxe le plus au monde et qui dépense le plus au monde. Soit vous considérez qu'il n'y a aucun problème sur la dépense publique et on n'appartient pas à la même planète, soit vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut faire des économies et vous êtes capable, comme parti de gouvernement, d'en nommer au moins une. Est-ce que finalement vous avez privilégié les classes les plus aisées de ce pays? J'y reviendrai dans un instant. Je suis quand même impressionné par le fait que même pas une économie, pas un exemple d'économie ne peut être donné ce soir. Je suis en retour impressionné par votre incapacité durable à accepter de remettre en cause la moindre baisse fiscale consentie depuis 10 ans par le président Macron. Monsieur, c'est un tabou absolu. C'est un tabou absolu dans nous votre sommes réflexion. Le pays qui taxe le plus au monde. Si la solution venait des impôts, est-ce que vous croyez vraiment qu'on serait le pays quasiment le plus endetté de l'Union européenne? Franchement, ça vous traverse pas l'esprit que peut-être qu'on dépense trop? C'est que les 4 000 contribuables qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros peuvent mais payer 2%. Vous prenez les dépenses publiques, pardonnez-moi, mais vous prenez les dépenses publiques, elles ont augmenté de 63 milliards en 2024. On se dit quand même, alors qu'on savait déjà que la situation, elle était très difficile. Aujourd'hui, on dit qu'elle est hors de contrôle, mais on savait déjà que la situation des finances publiques de la France était très difficile. Donc, on se dit, mais pourquoi on continue à dépenser toujours autant? De l'argent qu'on n'a pas. L'argent qu'on n'a pas, il a insisté dessus, le Premier ministre. On dépense 10% de plus. C'est ce qu'il a dit. C'est vrai, 10%. Pardon, mais vous avez la réponse sur ce plateau, parce que vous avez la moitié de l'hémicycle qui refuse de même évoquer une économie. Mais Antoine Armand, vous étiez aux affaires. Excusez-moi. Je suis bien placé pour vous le dire. Emmanuel Macron est président depuis 8 ans. Vous avez été député de la majorité. Vous êtes même ministre de l'économie. Donc c'est difficile aujourd'hui de faire le procès de la gauche. C'est votre bilan. Là, on est en train de parler de votre bilan. Puisque vous m'interpellez personnellement, je vais vous répondre très simplement. Vous et j'étais macronistes. J'étais dans le gouvernement de Michel Barnier. On a proposé 60 milliards d'économies. C'est fait censurer par la gauche et le RN qui a augmenté de 10 milliards les dépenses. Donc ne me demandez pas ce que j'ai fait. Pendant 5 ans, vous avez eu la majorité absolue. Mais attendez, vous n'avez pas rétabli les comptes publics. Budget pendant 5 ans. Mais vous avez voté les budgets. Non, parce que j'étais pas député avant 2022. Donc si vous voulez qu'on aille là-dedans, on peut durer. D'accord. Donc vous ne pouvez pas, à un moment donné, aussi de faire un peu un devoir d'inventaire, un droit d'inventaire, en disant voilà, effectivement, on aurait dû faire ces économies avant et pas attendre le dernier moment. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'en parler. Simplement, je constate qu'il n'y a qu'une seule personne sur tout ce plateau qui parle d'économie. Et que visiblement, personne ne veut aborder le fait qu'on dépense trop. Juste, est-ce qu'on peut se rendre compte de la dimension lunaire qu'on a dans la discussion? Personne n'ose faire une proposition d'économie. Je le constate. Et vous, alors, c'est laquelle votre proposition? J'en ai fait plusieurs quand j'étais ministre. Je reprends celle du transport sanitaire sur lequel nous devrions aller plus loin. François Bayrou a dit que la réforme s'appliquera. Je reprends un certain nombre de propositions que nous avions fait sur les opérateurs, sur la capacité à tenir l'objectif national d'assurance maladie qui, à la demande du Parti socialiste, a été rehaussé de plusieurs milliards d'euros. Et je pourrais vous en donner beaucoup d'autres puisque j'ai justement présenté un budget d'économie. Je constate que pour le moment, sur ce plateau, personne d'autre ne le fait. Laurent Neumann, pourquoi François Bayrou annonce un plan avant le 14 juillet, alors que le budget, ça se discute plutôt à l'automne? J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me demander quelles économies faire. Là, pour le coup, vous me posez une question extrêmement facile. Il fait ça tout simplement parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et donc, toutes les économies qu'il va proposer ou tous les impôts qu'il va proposer d'augmenter n'ont aucune chance d'être validés par l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ce matin sur l'antenne de BFM TV les Français. Faire 1h30 de pédagogie, de prise de conscience, comme il dit, jamais sans les Français. Et il dit aux Français, c'est à vous
d'en décider, sous-entendu parce qu'à l'Assemblée, ils ne décideront pas. C'est pour ça qu'il parle de référendum, d'ailleurs. Et donc, du coup, il veut tordre le bras d'Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il y parviendra d'ailleurs, pour obtenir un référendum sur une loi fiscale, sur le budget. Et vous croyez que les Français vont dire oui à un référendum qui leur demande au contraire de se serrer la ceinture ? C'est une bonne question. Un référendum sur l'austérité ? Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la réponse sera plutôt non, mais je me trompe peut-être. Hein. Ça dépend ce qu'il y a dans le budget. Moi, je demande à voir. Je suis comme sera un budget d'austérité. Il se trouve que François Bayrou va dire, entre le 1er et le 14 juillet, voilà ce que je vous propose. Et pas pour l'année 2026, si j'ai bien compris. Jusqu'en 2029 et peut-être même jusqu'en 2030. Je parle sous le contrôle d'Edwige, mais ça veut dire qu'il devrait proposer 200 milliards. 200 milliards puisqu'on va jusqu'en 2030. C'est énorme, c'est massif, c'est colossal. Évidemment que personne peut accepter ça. Donc il va y avoir une discussion qui va être entamée, j'imagine. Et ce matin, soyons honnêtes, la seule piste qu'il a évoquée, c'est la TVA sociale. Oui, qui n'est pas une économie en soi. Qui n'est pas aucune économie. Qui est une hausse d'impôt. Exactement. Voilà. Donc, et TVA sociale, qui a déjà été expérimentée à l'époque de Nicolas Sarkozy en 2012 et qui avait été abolie, si ma mémoire est bonne, par... La TVA sociale, c'est une augmentation de taxes. Hein. Oui, mais alors attendez. C'est une augmentation d'impôt. Il faut expliquer ce que c'est que la TVA sociale. Ah, c'est fait. Justement, ça c'est simple. Maëva Lamy. Ça va être le travail de Maëva. Voilà, qui va nous l'expliquer parce qu'elle avait été mise en place en 2012 par Nicolas Sarkozy, abrogée par François Hollande. On va en discuter, Maëva, mais de quoi s'agit-il alors ? Eh bien, la TVA sociale, c'est en fait une mesure qui consiste à augmenter la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qu'on paye en fait sur à peu près tout ce qu'on achète, pour en affecter une fraction au financement de la sécurité sociale. Et en échange, eh bien, ça permet de baisser les cotisations prélevées sur le travail, les cotisations patronales, voire salariales. En d'autres termes, une partie du financement de notre système de santé reposerait non plus sur les entreprises et les salariés, mais plutôt sur les consommateurs. Et là, on a bien sûr ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Évidemment, il y a d'abord les pour, les organisations d'employeurs, mais aussi certains économistes. Ils estiment que la baisse de ces cotisations sociales permettrait en fait d'alléger le coût du travail, de gagner en compétitivité, mais aussi d'augmenter les salaires. Et puis on estime aussi que la hausse d'un point de la TVA permettrait de rapporter environ 10 milliards d'euros par an à l'État. Ce serait donc assez considérable. À l'inverse, il y a aussi ceux qui sont contre, les syndicats, mais aussi la gauche. Ils jugent cette mesure injuste. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle toucherait tous les consommateurs sans distinction de revenus. Et puis, ils redoutent aussi que la hausse de la TVA se répercute sur les prix des produits et donc que cela ait un effet négatif sur la consommation. Alors, cette TVA sociale, Laurent Boel, vous voterez contre si jamais ça se présente ? Mais évidemment. Moi, je trouve absolument absurde de se dire on va toucher tout le monde, y compris donc les Français les plus modestes, ceux qui gagnent le SMIC. Parce que la TVA, c'est eux qui sont le plus touchés proportionnellement à leurs revenus. Ça, tout le monde le comprend bien. Bon, plutôt que de consentir à mettre une petite taxe de 2% maximum sur 0,01% des Français, 4000 contribuables, qui ont plus de 2 millions d'euros, 10 millions d'euros de patrimoine. Là, il y a une logique. Et avec le même rendement. Je comprends, mais Laurent Baumel, la logique, c'est qu'aujourd'hui, tout repose sur le travail. Et que pourquoi ne pas faire reposer une partie, justement, du système social français sur la consommation ? D'autant plus que si c'est pour consommer des produits étrangers, ça ne rapporte pas grand-chose à la France. Mais la consommation de qui on parle ? Quand vous faites une hausse de TVA... Ça ne sera pas sur les biens de première nécessité. On peut mettre des garde-fous. J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. On peut mettre des garde-fous comme ça existe avec le taux actuel de TVA. Vous savez bien qu'il y a plusieurs taux de TVA. D'accord. Donc si à l'arrivée, l'idée, c'est qu'on va taxer, entre guillemets, les plus riches en mettant des surcroîts de TVA sur les produits de luxe, autant franchement, s'attaquer parce que derrière, il y a quelque chose au patrimoine et aux revenus, c'est plus simple. Oui, mais en mettant la TVA sociale, vous le savez bien, c'est ce qui peut permettre justement de faire que les salariés soient mieux payés. C'est un des objectifs que ça peut obtenir. Il y en a plusieurs. C'est aussi, puisque vous avez la TVA pour les entreprises, les cotisations sociales pour les entreprises, les cotisations sociales pour les salariés. L'idée, c'est de faire il faut que les gens travaillent plus. Il y a un taux d'emploi qui est insuffisant. Si on y travaillait plus, à ce moment-là, ça dégagerait plus de recettes. À ce moment-là, on pourrait revenir à un équilibre de finances publiques. C'est toujours ça, la mécanique est derrière. Après, vous vous retrouvez avec des salariés, puisque tout repose sur les salariés, le financement de la protection sociale, qui ont une telle différence entre le salaire brut
et le salaire net, qu'il faut absolument trouver un moyen, enfin en tous les cas c'est le raisonnement des économistes et visiblement du Premier ministre, c'est d'augmenter le salaire net d'un salarié pour il ait plus envie de travailler et que ça lui rapporte plus de pouvoir d'achat. C'est ça la logique, vous voyez, c'est pas uniquement pour taxer plus les consommateurs. C'est une des logiques. Moi j'avais cru comprendre que ce matin, François Bayrou nous disait, il y a un mur de la dette. Il faut donc trouver ou des impôts en plus ou des dépenses en moins pour réduire la dette. La TVA sociale, c'est pas tout à fait ça. La TVA sociale, c'est on transfère pour qu'on rapproche le salaire brut du salaire net. Et deuxièmement, c'est quand même une préoccupation de beaucoup de Français. Absolument. Mais oui, parce que derrière, il y a toute la logique économique et sociale. Voilà. Et dernière chose... Donc c'est peut-être deux dossiers différents. En fait. C'est deux sujets différents. On mélange un peu là. Ça dépend de combien de points vous l'augmentez. Si vous l'augmentez d'un point, c'est juste un impôt de plus. Mais si vous l'augmentez de 3-4 points pour faire baisser effectivement les cotisations, là c'est un autre mode de financement de notre modèle. Pas la faire passer, la TVA. Antoine Armand, vous êtes pour la TVA sociale ? Et je pense que tout a été dit. C'est pas du tout une manière de réduire, enfin j'espère pas, dans l'esprit du Premier ministre, une manière de réduire les déficits. Vous la voterez, vous ? Ça a été expliqué tout à l'heure. Il y a différents taux de TVA. Ouais. Si on applique de la TVA supplémentaire, la taxe sur les produits de première nécessité pour des gens qui en payent plus alors qu'ils ont des revenus plus modestes, c'est totalement inacceptable. La deuxième chose, si on s'en sert pour réduire les déficits, on continue juste ce qu'on a fait depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'au lieu de réduire nos dépenses, on augmente les impôts et puis on considère que ça pas l'autre. On peut faire des économies et rendre du pouvoir d'achat aux Français. Ensuite, sur le dossier, oui, enfin pour le moment, on a du mal. Je veux dire, vous parliez de faire amende honorable tout à l'heure. Si vous voulez qu'on fasse amende honorable, voilà un sujet sur lequel on peut le faire. Je parle sous votre contrôle, mais il y a déjà plus d'un quart de nos dépenses de sécurité sociale qui vont au financement des retraites. Qui sont financées par la TVA. Par l'impôt. Ils sont déjà financés par l'impôt. En fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Nous ne travaillons pas assez collectivement en France tout au long de la vie. Je veux pas peut rallumer tous les sujets brûlants d'un coup, mais tout au long de la vie. Il y a plus de cotisants. Pour que les cotisations, et on peut d'ailleurs avoir le débat que vous avez souligné tout à l'heure, qui est pertinent sur les cotisations, l'équilibre de financement du modèle social, à tel point que les impôts qui sont censés financer les services publics, les routes, l'école, se trouvent à financer la sécurité sociale. Tellement on manque de recettes parce que les dépenses ne font qu'augmenter. Ensuite, le débat économique, lui, il est très juste. Aujourd'hui, le travail, c'est ce qui est le plus taxé. Il est plus taxé que le capital, il est plus taxé que l'héritage, donc il est plus taxé que la consommation. Et au fond, c'est ce qui provoque que les retraites. Mais vous ne voulez pas y toucher. C'est ce qui provoque le plus. Vous ne voulez ni toucher au capital, ni aux retraites, ni aux successions. J'y viens. C'est ce qui provoque le plus de crispation et de mécontentement, voire de crise sociale vis-à-vis des gens qui travaillent et qui gagnent pas correctement leur vie, qui n'arrivent pas à se loger. Donc, si les partenaires sociaux, parce que c'est d'abord du paritarisme quand on parle des cotisations, qui sont contre la TVA sociale, sont capables autour de la table de proposer un transfert d'une cotisation vers une partie d'impôt avec l'aval du gouvernement, pourquoi pas ? Maintenant, je constate qu'on en est extrêmement loin. On va continuer d'en discuter justement, puisque le Premier ministre François Bayrou annonce que tous les Français devront faire un effort. Le calendrier sera donné début juillet. Mais quels efforts ? Quelles sont les pistes de réflexion du gouvernement pour faire des économies ? On continue la discussion dans un instant. Retrouvez votre programme avec les campings Village 4 et 5 étoiles au Mer. Au Mer. À partir du 6 juin, retrouvez BFM TV sur le canal 13. Pour une info toujours plus riche. Pour une info toujours plus indépendante. Pour une info partout, tout le temps, sur tous les terrains. Pour une info à votre image. À partir du 6 juin, pour l'info, faites le 13. BFM TV, première sur l'info. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. C'est la question, celle que se pose Sophie à 11h18 et qui fit rater à Louis Bourdel la découverte d'un oiseau disparu. Qu'est-ce qu'on mange de bon aujourd'hui? Les délicieuses tranches végé Fleury Michon, bien sûr, riches en protéines et cuisinées dans un savoureux bouillon de légumes. Lentilles corail, pois chiches ou haricots. C'est trop bon, Fleury Michon. Ah, la plupart des gens y pensent. C'est juste un petit pet, ça peut attendre. Sérieux, c'est un petit pet, ça? Non, ça n'attend pas. Nos clients nous le disent. Un impact sur 2, fissure en moins de 3 semaines. Eh oui, en moins de 3 semaines. En plus, chez Carglass, en 30 minutes,
c'est réparé. Alors, ne prenez pas ce risque, sinon... C'est tout le pare-brise qu'il faut changer. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Carglass remplace. Voici Madame Blanc et Monsieur Arc-en-Ciel. Ils sont fous amoureux, mais confrontés à un défi de taille, le mélange des couleurs. Décolor Stop, avec sa technologie 100% Color Protect, évite les accidents de décoloration. La preuve est sur la lingette. Ainsi, leur amour et leur couleur furent préservés grâce à Décolor Stop. Ah cool, il y a du fruit dedans. Ah, il y a de la bière aussi. Et c'est sans alcool. Regarde, des fruits, on en parlait il n'y a pas 2 minutes. Dingue! Tous les prétextes sont bons pour trinquer. Tourtel Twist, c'est la gourmandise du jus de fruits, la fraîcheur de la bière et c'est sans alcool. Tourtel Twist, ça rapproche. Boostez votre visibilité auprès des candidats en sponsorisant votre première offre d'emploi. Et je fais vraiment bien les barres au chocolat. Ça sert pour le faire. Du chocolatine d'un chien. Profitez de 100 € pour lancer votre campagne de recrutement. Le chat sait que nos vêtements sont comme notre seconde peau. Les deux méritent le meilleur soin. Les nouveaux disques de lessive Le Chat Sensitive, sans ingrédients controversés, vous assurent en un seul geste une propreté impeccable qui respecte les peaux sensibles. Le Chat, la lessive numéro 1 sur les peaux sensibles. Tenir hors de portée des enfants. On se sent vite seul quand on pense à tout ce qui peut arriver. Si tout s'embrasse et que ma maison brûle, on devra déménager, tout réorganiser. Rassurez-vous, Bruno, Groupama est là. Si ça vous arrive, nous prendrons en charge vos frais de relogement pour un bien similaire, et ce jusqu'à 2 ans. Ah, merci Cerise. Groupama, toujours là pour moi. Chez Honda, nous concevons qu'en choisissant l'une de nos voitures, vous choisissez un partenaire de vie. Mais nous concevons surtout que quel que soit le modèle choisi, vous devriez toujours pouvoir compter sur lui. Et ça, chez Honda, nous le faisons depuis 75 ans. Découvrez la gamme électrifiée Honda, conçue pour durer. En ce moment, la Jazz hybride est à partir de 229 € par mois et jusqu'à 10 ans de garantie moteur offerte. Cet été, prenez-en plein les yeux avec EasyJet. Profitez de vols des 35 € et de séjours vol plus hôtel des 399 €. Réservez sur easyjet.com. Get out there. Franchement, avec 3 enfants, faire tourner la maison toute seule, t'es vraiment une super maman. Tout ça avec un seul salaire, moi je dis, t'es une reine. Et demain, je vous emmène tous au ciné. Laissez, Votre Altesse. Pour aider les parents solos à faire des économies, Caisse d'épargne a conçu un forfait bancaire adapté à leurs besoins. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La France, c'est le pays où il fait bon manger. Le pays où on passe plus de temps avec son boucher qu'avec son banquier. Où la confiture a autant sa place sur des tartines que sur un plateau de fromage après le travail. Bref, en France, on aime tout ce qu'il y a de plus bio. C'est bio, la France. Un intérieur au design raffiné, avec 20... Bah, elle est pas neuve. Encore mieux. Seulement 23 km au compteur. Ah, ok. Et beaucoup moins cher que la neuve. Et vous en avez beaucoup comme ça chez Aramis Auto? Bah, toutes celles-là. Ah oui, et jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Aramis Auto. Tranquille les parents. Ça, c'est depuis qu'ils ont fait installer l'alarme. Ils ont plus peur de rien. De ouf. Immoprotect. Alarme et télésurveillance. United Credit. En ce moment, profitez d'un prêt de 10 000 € au taux exceptionnel à partir de 4,5%. United Credit. Enfin un crédit fait pour you. Ah, la plupart des gens y pensent. C'est juste un petit pet, ça peut attendre. Sérieux, c'est un petit pet, ça. Non, ça n'attend pas. Nos clients nous le disent. Un impact sur 2 fissure en moins de 3 semaines. Eh oui, en moins de 3 semaines. En plus, chez Carglass, en 30 minutes, c'est réparé. Alors, ne prenez pas ce risque, sinon... C'est tout le pare-brise qu'il faut changer. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Carglass remplace. Ce mardi, jackpot de près de 200 millions d'euros. Pour tenter votre chance, rendez-vous en point de vente ou sur l'appli FDJ.
Retrouvez votre programme avec les campings Village 4 et 5 étoiles au Mer. Au Mer. Alors, on continue notre discussion sur le plateau de BFM Story sur le cap qu'a donné ce matin le Premier ministre François Bayrou sur la manière dont la France doit faire des efforts. Enfin, la France. Les Français devront tous faire des efforts. Et le Premier ministre de rappeler face à Apolline de Malherbe ce matin une règle simple. Tout le monde va devoir faire des efforts. La situation du pays, vous avez utilisé les mots qui ont été utilisés hier lundi, par la Cour des comptes. La Cour des comptes parle d'une situation qui est hors de contrôle. La Cour des comptes sur la situation de la sécurité sociale dit c'est aujourd'hui hors de contrôle. Les dépenses dérapent. Je vais vous dire une règle simple. Un pays comme le nôtre ne devrait pas pouvoir dépenser plus que la croissance. Cette règle-là, nous ne pouvons pas dépenser plus que ce qui rentre dans les caisses. Nous ne pouvons pas avoir une croissance des dépenses plus grande que la croissance des recettes. Et ceci est une orientation élémentaire de bon sens que chaque famille et que chaque entreprise a en tête au moment où l'année commence. Edwige, depuis quand la France dépense plus que le produit de sa croissance ? Alors là, ça fait... 1976. Oui, depuis 50 ans, depuis voilà. Barre. Donc la règle que voudrait mettre en place, on ne l'applique pas depuis Raymond Barre. Grosso modo, à une exception. Depuis les années 70, depuis la fin des 30 Glorieuses. Oui, il y a une exception. Oui, c'est-à-dire qu'on est tous... on voit bien qu'il y a une incapacité quand même. Mais pardon, quand je regarde les États-Unis, par publiques. exemple, quand je regarde la première puissance économique du monde, elle est aussi très endettée. Est-ce que c'est un problème ? C'est la grande question. C'est une bataille d'économie. C'est certains qui disent, et une bataille politique aussi, de dire finalement, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas besoin, mais pourquoi on veut absolument rembourser la dette Non, il y a un point quand même qui est important. Tant qu'on nous prête de l'argent. Tant qu'on nous prête de l'argent, on prête de l'argent à la France, même si parfois, en ce moment, en tous les cas, c'est ce qu'avait l'air de dire Pierre Moscovici. Les finances deviennent un peu hors de contrôle et là, il y a un risque, notamment sur l'aspect social. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même rembourser cette dette. Et c'est là où ça, quand même, ça les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette. Et c'est là où ça devient vraiment difficile, c'est que les intérêts de la dette, c'est au-delà, ça va devenir le premier poste. C'est le budget de l'éducation nationale. Oui, c'est le budget aujourd'hui, mais ça va devenir le premier poste. On dépense autant pour rembourser les intérêts que pour nos enfants. Exactement, que de payer les professeurs et de ce qu'il en manque. Alors, j'ai trouvé intéressant la réflexion sur est-ce qu'on dépense plus que la croissance. Il faut quand même aussi avoir en tête que les dépenses contribuent à la croissance. Ça joue. Il y a des bonnes dépenses. Il y a la bonne dette et la mauvaise dette. À chaque fois, on dit c'est comme le cholestérol. La dette, c'est comment on finance l'expression politique. Les dépenses publiques sont notamment des amortisseurs dans le territoire. Les infrastructures, les infrastructures les entreprises, d'accord. C'est du pouvoir d'achat aussi qui descend ensuite chez les gens, qui contribuent au moteur de la, de la consommation, qui est quand même... Mais quand c'est de la dépense bureaucratique, c'est-à-dire que quand on s'appelle par exemple qu'à l'hôpital, il y a plus administratif que chez nos voisins, l'administration. Je pense qu'on surestime ce que ça représente comme potentiel d'économie. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je répète très honnêtement, je crois que la droite française se fait des nœuds dans la tête et s'est mise dans une situation impossible parce que son refus d'envisager le volet recettes, si vous voulez, de remettre un peu à niveau les recettes fiscales en allant chercher... C'était le même débat, pardonnez-moi, mais c'était le même débat lorsqu'il y avait François Mitterrand, lorsque la gauche était au pouvoir, on était déjà en déficit, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas uniquement parce qu'on a défiscalisé, on a fait la flat tax. On les a notablement aggravés depuis 10 ans. Quand il y avait l'ISF, on était aussi endettés. Hein. Oui, je dis pas que la dette vient d'arriver. Je dis que depuis 10 ans, la contribution des baisses d'impôts à l'aggravation de la dette. Parce que vous regardez l'IS, l'impôt sur les sociétés des entreprises, il est plus important, alors que maintenant il a été baissé à 25% que lorsqu'il était à 33%. Mais donc, regardez, on est dans un État qui a créé les grandes régions, qui a créé les métropoles et qui n'a jamais enlevé des strates. C'est la réforme locale. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir arriver à faire cette réforme de l'État ? Ils ne font pas toutes la même chose. La région ne fait pas la même chose que le département, qui ne fait pas la même chose que les métropoles. Il y a des doublons. Enfin, on y a tous été confrontés. Tous les élus locaux nous le disent. Les collèges, les lycées qui gèrent vous aurez supprimé 3-4 postes
de cabinets, de trucs comme ça. Dans on est quand même le seul pays au monde à avoir 630 000 élus. Non, mais 630 000 élus. Oui. Alors là, ça n'existe pas, il n'y a pas de... Permettez-moi de vous dire, je ne sais pas si mon collègue sera d'accord, que nos 36 500 communes, c'est la structure de base de notre société, et que le jour où vous n'avez plus ces milliers d'élus locaux... Donc on ne peut jamais rien toucher. Non, mais là, ce n'est pas des gens qui vous coûtent cher. C'est pas des gens qui vous coûtent cher, les 36 500 communes. Par contre, c'est des gens qui se relèvent la nuit quand un arbre tombe sur une route. C'est des gens qui sont là quand il y a une inondation. Comment ils font les autres pays, en fait ? Mais ce n'est pas nos 36 500 communes qui coûtent cher au pays. Les communes, mais c'est les comités d'agglo. Et puis ensuite, je rappelle que quand on est passé de 22 régions, ça existe, mais c'est un peu un fantasme. Quand on est passé de 22 régions à 13, la justification, c'était de faire des milliards d'euros d'économies. On dépense plus depuis qu'il y a 13 régions que quand il y en avait 22. Parce qu'on n'a pas fait d'économies. Mais Antoine Armand, alors justement, peut-être ce qui manquait dans le discours de François Bayrou, il a parlé 1h30 à peu près, il n'a pas prononcé le terme de réforme de l'État. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par redéfinir les missions de l'État, se concentrer sur le régalien, parce que c'est souvent le régalien qui manque d'argent. Les policiers n'ont pas assez d'argent, la justice, le budget de justice est très en retard, l'éducation. Se concentrer sur les missions premières de l'État et peut-être le reste s'en débarrasser. Deux choses. La première, c'est que oui, évidemment, mais enfin, si on fait sur ce plateau ensemble la liste des missions essentielles de l'État, j'imagine qu'on mettra ensemble la diplomatie, le ministère des Finances, je finis, la santé, l'éducation, les militaires, la police, la justice, l'enseignement supérieur. Ce qu'on avait un peu abandonné d'ailleurs ces dernières années. Mais une fois que j'aurai fini de faire la liste, on aura 95% des dépenses de l'État. Donc il faut quand même regarder les choses. Il y a les dépenses sociales, les retraites par exemple, les retraites. C'est un sujet tabou en France. Je suis bien placé pour vous le dire. Oui, je vous rappelle que le gouvernement de Michel Barnier avait essayé de désindexer. Danemark, on vient de voter 70 ans. Maintenant, chers collègues, et je suis persuadé que la discussion qu'on a est assez révélatrice. Soit on prend collectivement conscience du problème. Et donc, y compris des partis de gauche, de gouvernement, avec qui on a des différences de sensibilité, de manière de voir les choses, arrivent à convenir qu'il y a des économies à faire. Soit on s'enferme dans le débat qu'on a aujourd'hui, où on vous dit... Doublons de les collectivités, vous dites, je pense pas vraiment. Sur administration, pas tant que ça. Des missions essentielles, non, elles le sont toutes. Et dans ce cas-là, à la fin, on arrive au résultat selon lequel la seule solution, c'est de continuer à augmenter les impôts. Alors moi, je suis sûr qu'on peut trouver un compromis et avancer sur ce sujet. Alors moi, j'étais favorable à un compromis budgétaire quand nous sommes partis en discussion au mois de janvier-février dernier avec le gouvernement de François Bayrou, les socialistes. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient favorables à la recherche d'un compromis budgétaire. Mais un compromis, c'est des concessions réciproques. Ça veut dire que chacun doit faire au moins la moitié du chemin. Et ce qui me navre, c'est le sentiment que j'ai, peut-être que je me trompe, mais c'est que du côté, disons, du gouvernement, de la majorité, notamment du groupe central, macroniste, il y a une grande difficulté, parce que c'est l'héritage, parce que c'est le bilan, à accepter qu'il y ait la moindre remise en question de toute la politique dite du ruissellement, c'est-à-dire toute la politique de baisse d'impôts. Là, il y aura une fiscalité supérieure, notamment pour les plus riches. Si vous rentrez dans ce débat en considérant que ça, c'est totémique... Ça les entreprises, elles ont eu... Mais vous-même, à gauche, vous remettez jamais en cause un système qui a été mis en place après la guerre, système de retraite, système social, et qui correspondait sans doute à la France des années 50, mais qui est quand même assez éloigné de la France de 2025, notamment sur les retraites. Je vous ai entendu au Parti socialiste dire qu'il faudrait revenir à 60 ans. Il n'y a aucun pays du monde qui propose ça. Quand je vous dis que je n'étais pas fermé, et que d'autres comme moi, socialistes, n'étaient pas fermés à un compromis, ça ne veut pas dire qu'on aurait approuvé toutes ces baisses de dépenses, mais ça veut dire qu'on aurait considéré qu'elles étaient la marque de la droite dans ce budget. Que vous les assumiez pas, donc en gros. Qu'on les aurait pas approuvées en tant que telles, mais on était... dans la capacité de chercher un compromis. Un compromis, c'est un système de concession réciproque. Mais je vais plus loin que vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout. Bien sûr, mais je vais plus loin que vous. Moi, ce que je vous dis de collègues, de députés à députés, c'est qu'on a besoin que tous les partis sortent du déni sur la dépense. Et du déni sur les baisses d'impôts. Mais nous sommes le pays qui taxe le plus au monde. Plus au monde et qui dépense le plus au monde de dépenses publiques. C'est pas moi qui suis dans le déni, chers collègues. C'est vous qui n'arrivez pas à dire 1 euro d'économie qu'on pourrait faire. Je ne comprends pas. La Cour des comptes, chaque année, sort un rapport avec des propositions. Et là, même d'ailleurs, le premier président de la Cour des comptes dit on ne certifiera pas les comptes de l'État, tout est hors de contrôle si jamais il n'y a pas des efforts.
Pourquoi ne pas prendre le rapport de la Cour des comptes qui est présidé par un socialiste, Pierre Moscovici. Par Pierre Moscovici. Monsieur Baumel, prendre le rapport de la Cour des comptes, regarder ce que propose Monsieur Moscovici et dire vous avez raison, là on y va, là on y va, là on y va. Ou alors on supprime la Cour des comptes et on fera des économies aussi. Mais parce que moi je récuse l'assimilation du déficit aux dépenses. Un déficit, c'est le solde entre des recettes et des dépenses. Le déficit s'aggrave quand vous baissez les recettes. Mais les dépenses aussi, les dépenses ont augmenté. Donc, vous êtes d'accord? Donc bien évidemment. Ah bon. Et nous entrerons. Oui, mais à la force d'augmenter les recettes, vous voyez bien qu'on a un taux d'imposition qui est quand même largement supérieur à tous les autres pays qui sont un peu nos concurrents. Et alors, je reprends l'exemple de la taxe Zuckman, excusez-moi. Oui. En quoi les 4000 Français... Où est-ce qu'elle est appliquée? En quoi les 4000 Français, 4000 Français, 0,01% de la population, qui ont 100 millions, plus de 100 millions de patrimoine. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent se représentent ce que c'est que 100 millions de patrimoine. D'accord, on dit, si jamais, avec l'impôt sur le revenu et tous les autres impôts, ils ne payaient pas plus de 2% du patrimoine, on introduirait une taxe. C'est-à-dire que c'est un système... Est-ce que c'est la solution? Mais c'est 13 milliards de recettes. Mais non, monsieur, ce n'est pas 13 milliards de recettes. Ce n'est pas 13 milliards parce que ces gens-là, ils iront ailleurs. C'est pour ça qu'on essaye de faire ce travail-là au niveau européen. Alors c'est vrai que les spicards, ils n'iront pas ailleurs. Ça, c'est l'avantage. Vous pouvez continuer à faire la politique du bouc émissaire, mais on est pragmatique, on cherche des vrais milliards d'euros, pas des milliards inventés par la France insoumise.